Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien profité de cette dernière séance. Je sais que c'était fantastique. Je suis Gail Murdoch, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Je suis vice-présidente senior des ventes, d'efficacité de la performance chez Canada Life. Je suis ravie d'être avec vous. Ces conversations peuvent être incroyablement intéressantes. Et la discussion en panel qui va bientôt commencer n'est pas une exception aujourd'hui. Nous avons 3 femmes qui occupent des postes de leadership qui vont partager avec nous leurs expériences personnelles au niveau de la parité du genre et le progrès de leur organisation vers vraiment combler cette brèche. Pour commencer, je vais parler un peu des engagements de Canada Life à la diversité, à l'équité, à l'inclusion, et je vais partager une histoire récente sur moi-même et un apprentissage que j'ai vu autour de la parité du genre et l'importance de lever la voix. Premièrement, je suis incroyablement fière de faire partie de Canada Life, d'être quelqu'un qui soutient activement une stratégie DEI au sein de l'équipe de Canada Life. Nous pensons de façon continue à notre vue future de DEI pour nos produits, nos services, nos politiques, nos programmes d'éducation, notre leadership. L'année passée, nous avons fixé 2 objectifs mesurables qui me passionnent vraiment. Premièrement, la croissance de la représentation féminine dans tous les rôles de gestion dans toutes nos entreprises d'ici 2030. Le deuxième objectif est d'accroître la représentation de minorités visibles et ethniques dans les positions de cadre, dans les postes de cadre dès 2030. Je sais que j'aime vraiment ces objectifs. Ils sont très clairs. Il y a des pas que l'on peut suivre qui sont actionnables. Cela est notre engagement à tous les niveaux avec notre président, notre équipe des cadres, tout département dans notre organisation a un rôle à jouer. Mon équipe a été informée quant à ces objectifs et nous nous sommes penchés sur nos responsabilités. Une de celles-ci avait trait aux événements qui ont trait aux conseillers. Notre équipe a dit, fixons nous-mêmes des objectifs pour nos événements. Ils ont donc entrepris de fixer des objectifs de représentation pour les femmes, pour les groupes sous-représentés pendant nos événements de cette année, pour continuer à renforcer cela de façon continue aussi. Pour moi-même, être une femme dans le monde des entreprises, des services financiers, vraiment est merveilleux. J'adore mon travail, mon équipe, le travail que je suis amenée à faire et je sais que j'occupe donc une place de privilège. Je le reconnais. Je sais que j'ai beaucoup de chance de faire partie de notre communauté des entreprises au Canada, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments qui n'étaient pas faciles. Certains de ces moments indiquent pourquoi la parité des genres est si importante et pourquoi les conversations comme celle d'aujourd'hui sont vraiment cruciales pour vraiment continuer dans cette direction. Dans les derniers 6 mois, j'ai vraiment appris l'importance d'être vraiment fidèle à moi-même, mes valeurs et l'importance d'utiliser ma voix, même quand ma voix tremble un peu, même quand je ne suis pas sûre quoi dire, lever la voix quand nous ne sommes pas à l'aise est particulièrement important. J'ai eu une situation récemment dans les derniers mois où il a fallu que je décide si j'allais ou non parler. C'était un commentaire un peu micro-agressif au sujet d'un leader femme et j'ai eu ce moment où on sent son cœur qui bat, et où vous sentez vraiment votre cœur à la bouche et il a fallu que je décide si j'allais répondre. J'ai pris 30 secondes, j'ai respiré profondément, je me suis présentée à la personne, j'ai indiqué la microagression, j'ai donné à cet individu un peu d'espace pour y réfléchir et maintenant je travaille de façon assez étroite avec cette personne. Nous avons tenu de merveilleuses conversations. Au-delà de cela, les choses ne vont pas toujours se dérouler de cette façon. Cette personne a bien pris la chose, mais cela me rappelle qu'à chaque fois que nous levons la voix pour nous-mêmes ou bien pour défendre nos pairs, nos homologues, nos collègues, ou nous demandons le soutien de nos alliés, nous devenons plus fortes. Et cela prend tout le monde, tous les genres, pour vraiment atteindre notre but de la parité des genres, de vraiment lever la voix
quand nous voyons des choses qui ne sont pas correctes, des événements comme l'événement d'aujourd'hui démontrent cet engagement collectif puissant à ce mouvement. Alors, allons-y. J'aimerais présenter notre prochain panel. C'est donc le leadership et le fossé entre les hommes et les femmes. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre animatrice pour vraiment lancer la conversation, ou bien notre modérateur plutôt, Alex Gray, directeur principal, services fiscaux et financiers, Chambre de commerce du Canada. Alors, Alex, allez-y, à vous. Merci. Merci beaucoup, Gail. J'aime vraiment le fait que vous ayez raconté cette histoire personnelle. C'est vraiment une leçon tirée que chacun peut prendre et donc comparer à sa situation individuelle. Et cela nous aide tous à vraiment confronter ces barrières. Merci pour ce partage. Nous avons un merveilleux panel aujourd'hui. Nous avons 3 intervenants à des niveaux de rang dans les services financiers qui vont pouvoir partager les progrès réalisés et nous espérons aussi entendre leurs histoires personnelles quant à comment ils ont vu l'évolution du leadership au cours des années, quelles barrières demeurent, quel travail il faut encore faire. Et on a beaucoup parlé de combler la brèche des genres dans les années 80-90 et on prévoyait que cela ait lieu bien plus rapidement. Maintenant, on prévoit que cela prendra 100 ans. Maintenant, j'aimerais présenter les 3 intervenants. Nous avons Régine Roberge, vice-président hypothèque Optimum, Banque canadienne de l'Ouest. Nous avons Délice de Cruz, vice-président senior, planification financière et chez Meridian Credit Union, et Julie Dixon-Olmsted, directrice générale des affaires publiques et de la responsabilité sociale des entreprises Pattison Food. Et donc, c'est une énorme représentation dans le secteur des services financiers. Un rappel pour le public, nous allons avoir une séance questions-réponses. Vous pouvez mettre vos questions dans le slide où je vais les revoir et je pourrai y répondre à la fin de la séance. Nos conférencières, vous pouvez aussi prendre la parole quand vous voulez. On aimerait entendre de la part de chacune. Mais je vais commencer avec la situation. On est en 2023 et les services financiers sont à la tête en matière de parité homme-femme à travers tous les niveaux de direction. Mais j'aimerais savoir si cela correspond à vos propres expériences. Et je suis aussi curieux de savoir, dans vos propres carrières, est-ce que vous pourriez souligner des facteurs ou les jalons importants qui ont indiqué un vrai progrès et un véritable changement dans ce domaine? Je pourrais commencer. Je travaille avec Meridian Credit Union et c'est peut-être logique de donner un peu de contexte. Nous sommes le premier credit union au Canada et nous avons euh, à peu près 30 milliards d'actifs et on existe depuis 75 ans avec plus de presque 3000 membres. Et récemment, nous avons lancé une nouvelle stratégie qui s'appelle Meridian pour le bon et nous sommes focalisés sur le fait d'aider les Canadiens avec les conseils et l'accès aux capitaux pour aborder aussi la crise climatique et renforcer la confiance financière. Et je dis cela parce que récemment, au cours de la dernière année, euh, nous avons une femme qui dirige notre coopérative de crédit qui donne vraiment le ton, établit le ton pour que les femmes puissent avoir un modèle et aussi vraiment servir d'exemple. Quand on examine notre coopérative, nous avons à peu près 60% de femmes à Méridienne et 58% de notre conseil de direction d'administration sont femmes et sont aussi au niveau de la direction des présidents et vice-présidents. En tant que femme, nous avons 3 lignes d'affaires.
et 2 des, vice-présidents de ces lignes d'affaires sont des femmes. Je crois donc que nous avons effectué beaucoup de progrès et j'ai travaillé aussi pendant de nombreuses années dans une grande banque et je pense que, comme vous avez dit, les services financiers ont vraiment fait un bon travail. Est-ce que nous avons atteint tous nos objectifs? Et non, on va en parler de ça, mais je pense qu'au niveau de direction, c'est vraiment intéressant de voir cette parité, qu'on est vraiment, on s'approche vraiment d'avoir cette parité homme-femme. Oui, je suis heureuse aussi de partager mes expériences aussi. Je euh, travaille pour une société d'assurance et nous sommes axés sur la création d'une culture diversifiée, inclusive depuis des années. Nous avons vu de bons résultats. Et il y a 2 ans, nous étions la première entreprise de services financiers au Canada d'avoir atteint cette parité homme-femme. Et nous avons 35% de minorités visibles aussi dans ces rôles qui occupent ces postes. Et on a pu atteindre ces objectifs tout en élaborant aussi des programmes de promotion des femmes. Et selon mon propre expérience, je crois qu'il est important aussi d'aider les femmes non seulement dans leur développement professionnel, mais aussi de les aider, quel que soit le niveau où elles se retrouvent. Et j'ai partagé mon histoire lors de la Journée internationale des femmes parce que je sais que d'autres femmes ont fait la même expérience que moi-même et je voulais donc raconter mon histoire et je vais la partager rapidement. Il y a à peu près 2 ans, j'étais à la recherche, d'un poste qui aurait été un peu plus, heu, élevé au sein de mon organisation avec plus de défis et j'avais établi des liens avec d'autres leaders, dans mon organisation pour voir quelles étaient les possibilités et tout se passait relativement bien et je me suis trouvée, j et enceinte et je me suis dit que maintenant il faut réfléchir, et il fallait me demander si, je devrais arrêter de poursuivre cette voie parce que ça pourrait être un gaspillage de temps des autres et j'ai parlé avec, l'un de mes chefs, qui m'a dit: «Mais Stacy, pourquoi est-ce que vous pensez que cela a de l'importance?» Donc c'était quelque chose d'inattendu pour moi et je me suis demandé si c'était l'expérience de d'autres femmes, parce que je sais que c'était l'expérience de ma mère et de d'autres amis. Mais en fait, le fait de devenir mère, ne veut pas dire, que je n'avais pas quelque chose à contribuer dans ma carrière. Ce n'était pas une incapacité. Donc j'ai décidé de continuer cette poursuite, professionnelle et de continuer cette conversation et après la congé maternelle, j'ai dit à mon, patron à l'époque, le chargé du recrutement, que je serais heureuse de me rejoindre à son équipe et que j'étais très, enthousiaste d'apporter ma contribution et toute mon expérience. Elle a dans mais ma pas maintenant, mais dans 12 mois. Elle a dit: «Non, pas de problème» et maintenant je suis très heureuse que je n'ai pas arrêté la conversation simplement parce que j'étais enceinte et en partie, il y a cette question d'attente, sociale pour les femmes et en tant que leader, il faut reconnaître le fait qu'il faut vraiment aider les femmes dans leur carrière là où elles sont et je, je recommande aux femmes de poursuivre ces carrières, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, même si vous aurez de la famille. Donc de pouvoir équilibrer la vie familiale et personnelle. C'est mon histoire. J'adore cette histoire, Stacy et j'ai une expérience similaire avec le timing, de ma carrière, à un certain stade et le fait de commencer ma famille et c'est vraiment génial d'entendre que les organisations comme Méridienne et Aviva, heu heu, ont entrepris, cette, démarche pour établir plus de diversité et que votre leader homme
vous avez traité de manière si juste, et a pris en compte ce que vous apportez, ce que vous avez pu contribuer et pas simplement le fait que vous étiez une femme, et une mère. Mes félicitations aussi à vos 2 organisations pour les, succès que vous avez, obtenus jusqu'à présent. Bien fait. Heu, Moi, je suis aussi leader, au groupe financier et heu, Canadian Western Bank et il y a traditionnellement un pourcentage de leadership, féminin plus, bas que dans d'autres services, comme finances et ressources humaines. Mais je me rappelle quand j'ai accepté ce poste en 2017, la première réunion que j'ai eue avec mes pairs et c'était formidable. C'était un dîner d'accueil, c'était très chaleureux, tout le monde était très, heu heu très gentil et mais je me rappelle que quand je suis rentrée dans la salle, j'étais la seule femme leader, dans la salle, je me rappelle de cela et cette conscience, et quand je pense à cette soirée, 5 ans plus tard et les progrès énormes qu'on a accomplis et on parle de des exemples comme Stacy a partagé et comme on a pu effectuer tant de progrès, je pense que l'aspect le plus important, c'est que on a cette croyance, du dans le pouvoir de la diversité, ce que la diversité pourrait contribuer à nos valeurs et à nos organisations et il faut que cela commence, au sommet de l'organisation et que ça soit intégré dans tout ce que nous faisons et Stacy, votre exemple était parfait. Le fait que vous avez continué la conversation, je me rappelle de cela pour moi aussi, c'était vraiment terrifiant et j'ai eu une réaction similaire, «Eh bien, bon, on m'a dit: «Bah, félicitations, si vous êtes enceinte, félicitations, c'est formidable» et j'avais tant de soucis et je j'avais vraiment peur de cette conversation, mais en fait, ça s'est très bien passé. Quand on a ces valeurs essentielles au sein de l'organisation et les différentes stratégies, les initiatives, tout se renforce. Et c'est axé sur le fait de faire les choses correctement, faire ce qui est bien pour l'organisation parce que vous faites les choses correctes, pour votre personnel, pour les employés et pas uniquement pour les clients. Donc on a eu beaucoup de succès, et l'un des succès que j'aimerais souligner, c'est le fait que nous avons, heu établi, ce qu'on appelle un tableau de bord à leadership, pour une meilleure prise de conscience et une sensibilisation et plus on est au courant de ces préjugés inconscients, plus on va être plus consciente et on aura le courage de dénoncer ses propres préjugés ou le courage d'être franc et de parler lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi important. Et cela revient à ces valeurs essentielles qui doivent être intégrées dans tout ce que nous faisons. Alex, pour parler des progrès, je suis évidemment un peu plus âgée que Régine et Stacy. J'ai 3 enfants qui sont maintenant adultes. Mais, à l'époque, j'ai travaillé pour, une organisation quand j'étais enceinte, avec mon deuxième enfant, mais pour démontrer le progrès, quand j'ai eu à avoir cette conversation avec mon patron, heu et à l'époque, c'était une congé d'uniquement 6 mois et mon ma patronne m'avait dit: «Mais vous n'allez pas prendre tous les 6 mois, n'est-ce pas?» Mais j'ai 3 enfants et je crois que ceci a, entamé certaines barrières dans ma carrière et heu donc, en écoutant ces histoires, il y a beaucoup de promesses et cela démontre directement les progrès qui ont été effectués au cours des 10 ou 15 dernières années. Même si on ne ressent pas toujours ces progrès, des expériences démontrent et les conversations, que nous avons aujourd'hui démontrent qu'il y a eu quand même ces progrès. Merci d'avoir partagé votre histoire. J'ai l'impression que nous avons des expériences similaires, mais le timing de votre famille, c'est pas quelque chose, qu'on peut vraiment planifier parfois, n'est-ce pas? Et
je pourrais aussi partager le fait que après j'ai parlé avec la femme qui m'avait recrutée, elle m'avait dit qu'elle avait eu cette même expérience, mais elle a eu beaucoup plus de défis et de problèmes à l'époque. Elle a dû quitter son poste parce qu'elle n'avait pas la souplesse, la flexibilité de continuer après. Et donc, c'était une bataille pour elle. Cela s'est beaucoup amélioré et peut-être tout le monde n'est pas au même niveau maintenant, mais c'est bien de partager ces histoires et ces expériences pour que les femmes sachent qu'il y a d'autres possibilités aussi. Merci d'avoir partagé. Il y a beaucoup de thèmes que j'aimerais aborder et explorer davantage, mais on examine le secteur des services financiers. C'est un secteur, il y a beaucoup de pression. Ces postes de leadership sont très recherchés. Et donc, pourquoi est-ce que cette tension existe à votre avis? Cette réalité du secteur et le fait que le secteur est aussi progressiste et a un environnement aussi favorable pour les femmes dans le leadership et a eu tant de progrès. Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que nous sommes vraiment à la tête de euh, ce, ce mouvement? Et j'ai passé 25 ans dans une grande banque et la taille des banques et des compagnies d'assurance, et je suis dans une coopérative de crédit qui est la plus importante au Canada, mais à Ontario, pardon, mais euh, plus petite que les banques. Donc, les services financiers englobent beaucoup de sociétés, des compagnies d'assurance et des banques. Et je pense que ces entreprises, ces services financiers sont vraiment sous pression et vraiment examinés de près par le public et on est très visible, si vous voulez. Et donc, on doit vraiment euh, euh, faire preuve de progrès. Et lorsqu'on a constaté les avantages pour l'industrie d'intégrer les femmes au niveau les plus élevés, d'être plus inclusif et de changer la culture, la culture a changé. Si on a parlé de cela. Il ne s'agit pas de statistiques, il faut que le climat soit propice et favorable aux femmes tout au long de leur carrière. Et c'est pas uniquement les femmes, parce que je pense que ce qui est avantageux pour nous en tant que femmes aussi, c'est que la plupart des hommes partagent maintenant le fardeau de soins d'enfants et des tâches ménagères. Et donc, les hommes recherchent également cet équilibre personnel et professionnel. Mais je pense que c'est peut-être la taille de notre industrie, des secteurs, des services financiers. Et je pense que c'est maintenant vraiment euh, ancré, intégré dans la culture des services financiers. Je pense qu'il y a toujours des efforts à déployer, mais dans certaines organisations, on n'a pas effectué autant de progrès en matière de culture. Dans ma propre organisation, même au niveau le plus élevé, s'il y a des problèmes de soins d'enfants, on doit euh, reprogrammer les réunions qui commencent en général à 8h30 le matin. Et donc, c'est important d'avoir cette mentalité de créer un environnement et notre façon de faire des affaires. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on réagit aux mails 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine? J'avais une collègue qui avait deux jeunes filles jumelles. Elle habitait dans les banlieues et son patron a eu des réunions à 7h30 chaque semaine et elle lui avait dit: «Je ne peux pas venir à 7h30 parce qu'avec les soins d'enfants, je ne peux pas laisser les enfants à la crèche à 6 heures du matin. Est-ce qu'on pourrait le faire, à un autre moment?» Et ça, c'était avant la COVID-19. La COVID nous a aidés, mais est-ce qu'elle elle a demandé: «Est-ce que je pourrais faire cela à distance?» Et elle a dit: «Non». Donc maintenant, on avance un peu et ça, c'était il y a plusieurs années, 4 années à peu près. Maintenant, la COVID-19
nous a démontré que le fait d'être en présence, en présentiel n'égale pas aux compétences, aux capacités que les gens peuvent aussi être aussi, tout aussi compétents à distance. Donc, il a dû éliminer cette idée, cette attitude qu'il fallait être là au bureau. Et la culture est tellement importante. C'est pas uniquement des chiffres ou le recrutement, c'est une question de culture. Est-ce que la culture organisationnelle appuie cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et appuie également les femmes et tous leurs besoins? Oui, je suis très d'accord avec cette idée de culture. À Viva Canada, nous sommes une compagnie d'assurance et ayant cette diversité au niveau du leadership est si essentiel pour créer une organisation inclusive, ce qui nous amène aussi à établir de meilleurs liens avec nos clients, avec nos courtiers. Et c'est une industrie qui est toujours dominée par les hommes et on se pose toujours cette question, est-ce que nous sommes aussi diversifiés que nos clients? Et évidemment, la réponse est non. Donc, il y a plus qu'il faut faire et il faut aider davantage les femmes à vo avoir qu'elles puissent avoir un impact significatif dans le domaine des services financiers, dans cette industrie d'assurance. Nous avons aussi lancé un programme de femmes qui rentrent au travail, ce qui était très positif, parmi nos investisseurs. Aviva Canada a lancé ce programme après avoir vu les programmes, des histoires de réussite et ce programme est axé sur les femmes pour les aider à reprendre leur carrière après avoir pris, une congé d'1 an ou 2 ans ou plus et on commence avec heu, poste, par intérim à Aviva de 6 mois et ensuite elles pourraient faire la transition dans des postes plus permanentes. Elles auront accès à un mentor, à une aide, un coaching, et il s'agit également d'avantages, très, très intéressantes, pour les appuyer aussi avec la vie personnelle et familiale et nous avons eu donc, beaucoup d'histoires de succès. On a embauché des femmes qui ensuite sont passés à des postes à plein temps après avoir fait ce programme. Donc, nous faisons beaucoup d'interventions qui vont dans ce sens. Vous avez utilisé le mot connecter d'une très bonne manière, la connexion avec les clients. Et je suis et donc le secteur des services financiers est vraiment, sous observation d'un point de vue des consommateurs et d'un point de vue réglementaire et donc, souvent, on a la responsabilité pourrait en fait être, allouée à ceux qui ne sont pas, ceux qui gagnent, les plus grandes ressources dans un foyer. Donc, c'est quand on pense aux services financiers, qui c'est le secteur dont nous faisons tous partie, les décisions sont souvent, prises parce que ce n'est pas, représente pas ce qui est la prise de décision dans les conseils d'administration. Alors, parfois, ils n'ont pas pris en compte, ce genre de considérations. Je pense que les organisations dans le secteur des services financiers voient les bénéfices, les meilleurs résultats, financiers d'avoir une meilleure compréhension de nos clients. Parce qu'il y a une diversité de pensée, de réflexion et d'avoir cette représentation et non seulement une représentation, mais d'être cette inclusivité, on crée un environnement de travail
équitable pour que les employés se sentent sains et saufs. Et donc, ceci crée de meilleurs résultats pour vos clients. Donc, s'il y a un changement réglementaire, enfin, je ne vois pas ça se produire au Canada, mais à moins qu'il n'y ait ceci, je ne pense pas que ceci va changer dans notre secteur parce qu'on sait que ça mène à de meilleurs résultats. Vous avez soulevé un point très important. Alors, c'est vraiment cet équilibre entre la vie privée et le travail. Donc, et il n'y a pas vraiment une grande marge d'erreur dans tout ceci. Mais pour en reparler, que devons-nous faire pour encourager les chefs d'entreprise masculins à s'engager et à reconnaître que ces équilibres existent et que le changement social peut prendre du temps? J'aimerais entendre ce que vous pensez de ce que les hommes dans le monde des affaires au Canada peuvent faire pour reconnaître ceci. Ça ne devrait pas prendre de devenir un parent pour comprendre d'équilibrer toutes ces demandes est difficile à faire. Moi, je dirais que, alors, par exemple, là où mes succès sont intervenus, j'étais dans les services financiers, dans un monde dominé par les hommes, donc dans les banques commerciales, etc. Mais ce qui a fonctionné et comment on s'y engage. Alors, je suis optimiste. Mon fils, il y a 2 semaines, a obtenu son diplôme d'ingénierie à McGill. Et il y avait énormément de diplômés. Donc, il y avait les doctorats, les masters et les licences. Et j'ai compté les doctorats et plus de 50 de ces doctorats étaient des femmes en ingénierie. Et donc, ingénierie. Et aussi les masters de sciences. Et même pour les licences, c'était le même genre de pourcentage. Alors, je pense qu'avec cette nouvelle génération, il y a vraiment cette égalité qui est déjà là. Mais pour répondre à votre question, ce qui a bien marché pour moi, c'est le mentorat. Mes meilleurs mentors ont été des hommes qui m'ont donné, qui avaient la confiance en moi, c'est en ma capacité d'effectuer une fonction et d'avoir plus de mentorat de la part des hommes envers les femmes. Ceci est une manière importante de continuer, de faire partie de cette éducation des femmes et ceci est aussi au sein d'une organisation. Alors pour moi, ceci a été vraiment bénéfique. J'ai eu euh, un mentorat de la part de femmes et d'hommes et c'est très, très utile. Et aussi, bien sûr, on a parlé des préjugés inconscients qui existent encore, évidemment, par rapport à ce qu'est le leadership. Un bon exemple, la semaine dernière, j'ai fini de lancer un documentaire sur Hillary Clinton sur Netflix, que vous l'aimiez ou l'haïssiez. Si vous regardez Donald Trump, ça vous donne un nouveau respect pour Hillary Clinton. Elle est vraiment intelligente, mais bon, je ne vais pas parler de politique, mais on sait qui est Trump et il y avait Hillary pendant sa campagne a été jugée sur son apparence, est-ce qu'elle avait assez de charisme, ce qu'elle portait, etc. Alors quand le style de leadership des hommes et des femmes peut être très différent. Et donc l'éducation a vraiment été jusqu'à maintenant à essayer de, de faire en sorte que les femmes s'adaptent à ce genre de leadership, baisser la voix, souriez plus. Mais je crois qu'en fait, on doit que le style masculin de leadership n'est pas forcément ce qui détermine le leadership. Et donc, on doit orienter l'éducation vers ceci. Ce n'est pas pour les femmes d'adopter ce genre, ce style de leadership. C'est plutôt d'intégrer les capacités des femmes dans tout ceci. J'aime beaucoup cette histoire.
Et donc la position, comment on se voit, il faut vraiment que notre posture, il faut vraiment qu'on change la perception des femmes par rapport à ceci, que des leaders masculins plaidoient pour cette égalité entre les sexes. La manière de faire évoluer la situation, il faut qu'on déclare nos préoccupations. Il faut qu'on soit les champions du changement. Il faut créer cet environnement. C'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ceci fasse partie de leur quotidien, que ce soit de la planification, du développement du talent. Il faut garder cette diversité à travers le processus entier. Et ces leaders masculins peuvent être de forts alliés. On en voit de très bons et on doit les reconnaître. On doit vraiment les célébrer les bonnes choses que ces leaders masculins plaidoient pour les femmes et pour que d'autres suivent leur exemple. Par exemple, j'ai observé un bon exemple. Il y a quelques années, dans un précédent rôle, j'ai été à une réunion de comité. Il y avait beaucoup d'hommes dirigeants. Et quand le président est arrivé dans la salle, il n'y avait pas, il n'y avait plus de chaise. Et à ce moment-là, une femme était prête à lui donner sa chaise, mais en fait, le leader masculin à côté d'elle a mis sa main sur son bras et lui a dit: «Ah, écoutez, gardez votre chaise.» Et quand j'ai vu ça, c'est bien qu'on demande aux femmes de s'asseoir à la table. Il faut reconnaître que c'est les leaders masculins qui pensent et qui doivent penser que les femmes méritent ce siège à la table, autour de la table. Alors, j'ai une requête et que les gens devraient commencer à faire, qu'ils soient hommes ou femmes. Et peut-être que vous avez déjà vu sur Instagram. Arrêtons de dire mère qui travaille, mère au travail, parce que je n'ai jamais entendu parler d'un père qui travaille. Vous avez un emploi. Et donc, je pense qu'il y a des préjugés qui sont déjà intégrés dans le langage que nous utilisons au jour le jour et nous pouvons changer ceci immédiatement. Alors, je voulais parler de ceci. J'ai arrêté, ça m'est resté à l'esprit. Et donc, j'aime bien cette idée du mentorat et des opportunités de coaching sur le leadership. Il faut créer ces opportunités pour apprendre et pour écouter et qu'ils puissent et ces opportunités soient vraiment bénéfiques. Bon, bien sûr, il y a des événements, des opportunités, mais si on peut établir un meilleur contexte par rapport à ces relations d'une personne à une autre. J'ai eu vraiment des leaders masculins merveilleux et qui ont vraiment été des champions pour ma carrière. J'ai eu 5 dirigeants qui étaient des hommes et chacun, j'ai appris quelque chose de chacun et ils m'ont donné un espace pour évoluer vers des défis. Pendant la pandémie, j'avais un enfant d'1 an et demi et donc ils ont pris le temps de comprendre quels étaient mes besoins et de m'écouter, de me donner l'opportunité d'être une mère et d'avoir une carrière et de ne pas être une mère au travail. Il n'y avait pas de jugement de leur part et il ne devrait pas y en avoir. Alors c'est une question. Si vous êtes un leader masculin, si vous êtes un homme qui est un leader, comment est-ce que vous pouvez vraiment apprendre, écouter? Comment est-ce que vous pouvez devenir un allié? Et ça peut être seulement l'utilisation d'un langage qui peut créer des divisions. Ça n'existe peut-être pas dans votre organisation, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut accomplir avec un effort minime de la part de chacun pour se diriger vers l'égalité. Oui, en effet, ce commentaire à propos de la mère qui travaille, le père qui travaille, c'est en effet. Et donc, nous sommes très près de la clôture de cette session, mais je voulais poser une question rapidement.
Alors, bon, le secteur des services financiers, si vous pouvez identifier le moteur principal au sein de sociétés ou alors une politique, une initiative qui a accru le nombre de femmes dans le leadership de votre secteur. Pour moi, c'est à propos de l'intention et donc il faut avoir cette intention, il faut établir la culture et il faut établir le pipeline pour la progression de ces femmes vers le leadership. Et il faut avoir ces femmes à des hauts niveaux qui sont des exemples pour les autres femmes. Pour moi, c'est comment vous établissez cette équipe de leadership, comment vous créez ce pipeline pour cette équipe féminine de leadership. Parce que c'est très important, surtout pour les niveaux les plus élevés. Quand on regarde les statistiques, ça s'empire vers le haut. Et donc, ceci peut créer une barrière quand elles arrivent à un certain niveau. On doit avoir différents modèles qui peuvent aider aux femmes à rêver plus grand. Je ne sais pas si c'est différent d'autres secteurs, mais d'avoir des valeurs centrales intégrées au cœur de la société. Là où le secteur des services financiers pourrait être différent, et on a parlé bien sûr des attentes envers et réglementaires et autres envers ce secteur. Ce qu'on mesure est accompli. Alors quand on établit des cibles et quand on les suit, c'est accompli. Et donc, c'est cette idée du fait qu'il y ait des étapes concrètes. Qu'allons-nous faire et comment allons-nous accomplir ceci? Merci. Je suis désolée que nous soyons arrivés à la fin de notre discussion, mais c'était vraiment une période trop courte et j'aurais aimé la continuer. Merci à nos panélistes pour tous vos commentaires. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments auxquels on va réfléchir et merci. Et vos expériences personnelles ont été vraiment très, très intéressantes. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui.